We wanted to do this documentary so people wouldn't have to always stare and take pictures because we don't like when they take pictures, so they just knew who we are. Pendant 34 ans, Abby et Brittany ont vécu dans un seul corps, se déplaçant en parfaite harmonie, pensant côte à côte, ne connaissant jamais un seul instant de solitude. Le monde les a vus grandir, mais rares étaient ceux qui comprenaient la force silencieuse qu'il leur fallait pour vivre ainsi au quotidien. Puis, un événement impensable s'est produit. Un risque a été pris. Un risque qui aurait pu tout anéantir. Et maintenant, après l'opération, plus rien n'est comme avant. Comment en sont-ils arrivés à la séparation? Que s'est-il réellement passé durant ces heures angoissantes que personne n'a pu voir? Rejoignez-nous pour découvrir le moment où leur vie a basculé. Une condition rare a uni leur corps. Abby et Brittany Hensel sont nés avec une forme très rare de gémellité siamoise appelée dicéphalie parapagus. Cette condition signifie qu'elles ont deux têtes sur un seul torse. Il s'agit d'une des formes de naissance humaine les plus rares jamais recensées. Leur cas est étudié dans les facultés de médecine car il illustre comment le corps humain peut se développer de manière inhabituelle tout en restant fonctionnel. Leur histoire commence avant même la naissance. Au tout premier stade de la vie, les jumeaux monozygotes se forment généralement à partir d'un seul ovule fécondé. Après la fécondation, c'est au volet uniqueste qu'un sait se diviser complètement en deux embryons distincts. Une fois cette division achevée, deux bébés distincts se développent, chacun avec son propre corps. Chez les jumeaux Dicephalus parapagus, l'œuf commence à se diviser, mais la séparation s'interrompt à mi-chemin. Il en résulte deux individus qui ne sont pas complètement séparés. Ils développent deux têtes, deux cerveaux et deux colonnes vertébrales supérieures, mais partagent un seul bas du corps. C'est ce qui s'est passé pour Abby et Brittany, du buste jusqu'aux pieds. Elles partagent un seul torse. Cependant, à l'intérieur de ce torse, leur anatomie est plus complexe. Certains organes sont communs, tandis que d'autres sont dupliqués. Comprendre l'organisation de leur corps explique pourquoi les médecins pensaient que la séparation était impossible. Ils possèdent deux cerveaux et deux colonnes vertébrales. Ces deux colonnes vertébrales descendent et se rejoignent progressivement pour former un seul bassin. Chaque cerveau contrôle un côté du corps. Abby contrôle le bras droit et la jambe droite. Brittany contrôle son bras gauche et sa jambe gauche. Cette répartition des commandes s'acquiert dès le plus jeune âge grâce à une pratique et une coopération constante. Elle n'a pas un seul cœur. Ils possèdent deux cœurs, chacun soutenant la partie supérieure de leur corps. Ils ont également deux estomacs, reliés à un système digestif commun situé plus bas. Ils partagent un seul foie, qui remplit sa fonction pour les deux. Ils partagent un seul intestin, une seule vessie et un seul appareil reproducteur. Ils partagent également une seule paire de poumons qui assure de l'oxygénation de leurs deux corps. Leur cage thoracique est conçue pour soutenir ces organes et leur permettre de survivre et de fonctionner correctement. Du fait de cette disposition, leurs corps sont à la fois distincts et partagés. Leurs systèmes nerveux sont particulièrement complexes. Chaque cerveau envoie des signaux à la partie du corps qui lui est propre. Mais ces signaux doivent fonctionner en harmonie pour que le mouvement soit fluide. Marcher, s'asseoir, tendre le bras et garder l'équilibre nécessitent une coordination constante entre eux. Si un côté bouge sans que l'autre soit d'accord, l'équilibre est rompu. Dès leur plus jeune âge, ils ont dû apprendre cette coordination naturellement. Ils ont appris à ramper, à se tenir debout et à marcher en travaillant ensemble. Un côté ne pouvait bouger sans que l'autre ne s'ajuste. Avec le temps, cela devint normal pour eux. Ce qui aurait été difficile pour les autres devint automatique. Les médecins qui les examinèrent lorsqu'ils étaient bébés comprirent rapidement la gravité de leur état. Comment cela se produit-il? Eh bien, leurs colonnes vertébrales ne fusionnent absolument pas. Elles sont complètement séparées. Dans de nombreux cas de jumeaux siamois, une tentative de séparation est effectuée dès leur plus jeune âge si leurs organes ne sont pas trop étroitement liés. Dans leur cas, le foie, les organes inférieurs et le bassin commun, ainsi que la connexion de leurs nerfs rachidiens, rendaient la séparation extrêmement dangereuse. Le bassin était une source de préoccupation majeure. Leurs deux moelles, épinières, fusionnaient en une seule structure dans la partie inférieure du corps. Cela signifiait que les nerfs contrôlant les mouvements, la fonction vésicale et la stabilité du bas du corps étaient profondément imbriqués. Toute tentative de séparation pouvait entraîner la paralysie, la perte de fonction d'un organe, voire la mort de l'un ou des deux. Le fait qu'ils partagent le même foie rendait également la séparation risquée. Le foie est un organe vital doté d'une vascularisation complexe.
Le sectionner en toute sécurité est l'une des interventions chirurgicales les plus délicates. Dans leur cas, le foyer assurait simultanément la survie des deux corps. La moindre erreur pourrait provoquer une hémorragie grave et incontrôlable. Le système reproducteur, la vessie et les intestins, tous communs, compliquaient encore la situation. Ces organes ne se prêtent pas facilement à la séparation en deux systèmes pleinement fonctionnels. Leur reconstruction pour former deux corps distincts aurait nécessité des technologies médicales qui n'existaient pas à leur époque. Compte tenu de tous ces facteurs, les médecins sont parvenus très tôt à une conclusion définitive. La séparation était considérée comme médicalement impossible. Le risque était trop élevé, les chances de survie étaient trop faibles. Au lieu de programmer une intervention chirurgicale, les médecins se sont concentrés sur le maintien d'une vie saine et épanouie. En grandissant, ils ont prouvé que leur corps pouvait fonctionner de manière stable. Ils ont appris à marcher, à écrire, à manger et à accomplir les activités quotidiennes avec une coordination impressionnante. Ils sont allés à l'école, ont appris à faire du vélo, puis à conduire. Leur capacité à coopérer leur permettait de gérer leur anatomie atypique au quotidien. Les experts médicaux ont continué à les étudier au fil des ans. Leur cas est resté un exemple de la complexité et de la délicatesse que peut présenter une anatomie siamoise. Tous les spécialistes qui les ont examinés sont parvenus à la même conclusion. La séparation mettrait leur vie en danger car trop de systèmes vitaux étaient partagés d'une manière qui ne pouvait être dissociée sans risque. Cette conviction est restée inchangée pendant plus de 30 ans. Les progrès de la médecine ont amélioré de nombreux types de chirurgie, mais l'anatomie particulière des deux corps présentait encore des défis que les chirurgiens pensaient insurmontables. Le bassin commun, les nerfs rachidiens fusionnés, les organes partagés et la nécessité de reconstruire des systèmes entiers pour les deux corps ont longtemps exclu l'idée de la séparation. Pendant 34 ans, une vérité médicale est restée incontestée. Abby et Brittany auraient pu vivre pleinement leur vie, mais il était impossible de les séparer sans risque. Si les médecins étaient certains que cette séparation était impossible, qu'est-ce qui a changé après 34 ans? Les 72 heures qui ont marqué l'histoire de la médecine. L'opération qui a permis de séparer Abby et Brittany a nécessité une planification d'une complexité rarement atteinte en médecine moderne. En raison de la complexité de leurs organes et nerfs communs, l'environnement hospitalier devait être strictement contrôlé. L'accès aux services de chirurgie était restreint. Les allées et venues dans cette zone étaient limitées au personnel essentiel. Cette mesure visait à préserver la concentration, la confidentialité et la sécurité. Un cas de cette ampleur exigeait calme, rigueur et une attention particulière aux détails. Une importante équipe de chirurgiens, d'anesthésistes, d'infirmières, d'ingénieurs et de spécialistes a collaboré étroitement. Des spécialistes en neurochirurgie, chirurgie vasculaire, reconstruction d'organes et réadaptation ont été mobilisés. Chaque groupe avait un rôle précis. Aucun médecin n'aurait pu prendre en charge un tel cas seul. Ce niveau de collaboration est fréquent lors d'opérations complexes sur des jumeaux siamois où différents systèmes du corps doivent être pris en charge simultanément. Des outils chirurgicaux robotisés ont été utilisés pour une précision extrême. Ces outils permettent des mouvements plus petits et plus stables que ceux de la main humaine. Elles sont fréquemment utilisées lors d'interventions délicates touchant les vaisseaux sanguins et les nerfs. Dans cette opération, elles ont permis de réduire les pertes de sang et de séparer soigneusement les tissus communs sans les endommager. Des systèmes d'intelligence artificielle ont assisté l'équipe en cartographiant les voies nerveuses avant et pendant l'intervention. Ces systèmes permettent de créer des images détaillées montrant les connexions nerveuses et le trajet des signaux. C'était crucial car les nerfs spinaux inférieurs des jumeaux étaient étroitement liés. Une intervention chirurgicale malencontreuse aurait pu entraîner une paralysie permanente ou une perte de contrôle des organes. La cartographie a permis aux chirurgiens de planifier chaque étape avant même d'intervenir sur les tissus. La première étape consistait à séparer les vaisseaux sanguins communs au thorax et à l'abdomen. Cette opération exigeait une extrême prudence, car les deux organes dépendaient d'une circulation sanguine stable. Les chirurgiens ont dû créer de nouvelles voies de circulation pour que chaque jumeau bénéficie d'une circulation sanguine indépendante après la séparation. Des pinces spéciales et des lignes de soutien temporaires ont été utilisées pour contrôler la circulation sanguine pendant cette intervention. L'opération se poursuivant, l'attention s'est portée sur la région rachidienne. C'était la partie la plus délicate. Leurs deux colonnes vertébrales supérieures fusionnaient plus bas,
près du bassin. Les chirurgiens ont dû séparer avec précaution les faisceaux nerveux tout en préservant leur fonction. Un système de surveillance contrôlait l'activité cérébrale, la réponse musculaire et les signaux réflexes chaque seconde. Le silence régnait dans la pièce, hormis les bruits des machines et de brèves communications techniques. Au cours de ce long processus, une crise survint. Le rythme cardiaque d'Abby s'est altéré puis s'est arrêté. Des manœuvres de réanimation ont été immédiatement entreprises. Les cardiologues ont rapidement rétabli son rythme cardiaque tandis que le reste de l'équipe s'occupait de Brittany. Ce moment a révélé la fragilité de la situation. Un retard de quelques minutes seulement aurait pu compromettre l'opération. Son cœur a repris son rythme normal et l'intervention a pu se poursuivre sans interruption. La phase suivante a consisté en la reconstruction des organes. Comme elle partageait le foie, les intestins, la vessie et l'appareil reproducteur. De nouvelles structures ont dû être créées pour chaque jumelle. La physiologie d'un corps est très complexe, notamment en ce qui concerne la reproduction féminine. Il ne s'agit pas simplement d'organes, mais d'un système régulé par plusieurs centres cérébraux. Les chirurgiens ont divisé le foie avec précaution, veillant à conserver suffisamment de tissu fonctionnel de chaque côté. Des matériaux de soutien artificiels ont été utilisés pour reconstruire les zones qui ne pouvaient être séparées naturellement. Ces matériaux sont conçus pour interagir sans danger avec le corps humain et favoriser une cicatrisation progressive. Des systèmes d'assistance respiratoire et une anesthésie contrôlée ont permis de stabiliser les deux jumeaux pendant toute la durée de la reconstruction. Chaque variation de la pression artérielle, du taux d'oxygène et de la réponse nerveuse a été surveillée de près. Les équipes se relayaient pour éviter l'épuisement, mais le plan restait immuable et organisé. Au fil des heures, le champ opératoire se transforma lentement. Ce qui était auparavant un seul corps inférieur continu commença à se scinder en deux. Les muscles ont été séparés puis réattachés. Des techniques de greffe de peau ont été mises en place pour la fermeture. Des couches de soutien synthétiques ont été ajoutées là où les tissus naturels étaient insuffisants. Cette reconstruction minutieuse était tout aussi importante que la séparation elle-même. Enfin, la dernière étape s'est concentrée sur le bassin et les jambes. Cela a nécessité la séparation de la structure osseuse et la reconstruction du soutien de deux membres inférieurs indépendants. Des instruments orthopédiques spécifiques et des cadres de stabilisation ont été utilisés. Chaque mouvement devait préserver l'équilibre et la mobilité à long terme. Une fois la séparation terminée, deux tables d'opération ont accueilli deux patients pour la première fois. Les signes vitaux ont été contrôlés régulièrement. La circulation sanguine, la respiration et les réponses nerveuses indépendantes ont confirmé que les deux corps fonctionnaient de manière autonome. Le long processus s'est achevé par la fermeture minutieuse des incisions chirurgicales et le transfert en salle de réveil. L'opération avait réussi, mais l'état de leur corps et de leurs esprits après un tel bouleversement restait incertain. Survivre à l'opération n'était pourtant qu'un début. Pourraient-ils accepter une vie désormais séparée de la leur? Apprendre à vivre dans des corps qui leur semblaient être étrangers? La période post-opératoire a été plus difficile que prévu. Durant le premier mois, ni Abby ni Brittany ne pouvaient se déplacer sans aide. Leurs muscles étaient affaiblis par la longue opération. Leurs nerfs durent s'adapter au contrôle d'un corps qui ne nécessitait plus la coopération de l'autre. Les exercices de respiration constituèrent la première étape. S'asseoir, tourner la tête et lever un bras demandaient des efforts. Des gestes que la plupart des gens accomplissent machinalement sont devenus des défis quotidiens. Infirmières et thérapeutes restaient constamment à proximité pour prévenir les tensions et les blessures. L'impact émotionnel était tout aussi fort que l'impact physique. Toute leur vie, ils avaient ressenti une proximité physique constante. À présent, un espace les séparait. Cela leur causait une profonde détresse. Ils avaient souvent l'impression qu'il leur manquait une partie de leur corps. Leur cerveau avait besoin de temps pour accepter cette nouvelle réalité. Pour réduire leur anxiété, des miroirs ont été placés dans leur chambre. En levant les yeux, ils aperçurent un visage familier. Cela facilita leur adaptation progressive. Les thérapeutes recréèrent également des sons et des routines familiers de leur vie passée afin de rendre l'environnement moins étrange. Après 6 semaines, ils furent autorisés à se rencontrer en personne. C'était la première fois qu'ils se voyaient séparément. L'instant était empreint de calme et d'émotion. Ils se sont tendus la main pour se toucher, confirmant ainsi qu'ils étaient tous deux encore présents et en vie. La kinésithérapie s'est intensifiée après cette rencontre. Ils se sont entraînés à s'asseoir sans appui, puis à se tenir debout avec des orthèses. L'apprentissage de la marche était douloureux car leurs muscles et leurs nerfs devaient apprendre de nouveaux schémas moteurs.
Chaque pas exigeait un équilibre qu'ils n'avaient jamais eu besoin auparavant. Pour les aider à garder le contact avec les autres la nuit, un système vidéo a été installé dans leur chambre. Ils pouvaient se voir à tout moment. Ce simple soutien a atténué leurs craintes et les a aidés à dormir. Peu à peu, leur confiance s'est accrue. Les mois passèrent, rythmés par des exercices quotidiens. Ils apprirent à tenir des objets, à se tourner, à s'asseoir confortablement et à s'allonger seuls. Leur thérapeute les guidait avec patience à chaque étape. Les progrès étaient lents mais constants. À la fin de l'année, une étape importante a été franchie. Le 1 janvier, ils ont pu faire leur premier pas seuls, sans aide. Le personnel médical les observait attentivement traverser la pièce avec précaution. Ce moment montrait que leur corps s'adaptait. La rééducation se poursuivait, axée sur la force, l'équilibre et l'autonomie. Ils ont consigné leurs progrès pour constater leur amélioration au fil du temps. Chaque petit succès a renforcé leur confiance. Lorsqu'ils ont finalement quitté l'hôpital, un nouveau défi les attendait. Une vie qui ne correspond plus à ce qu'elle était. Famille, mariage et crise d'identité. Abby et Brittany Hensel ont toujours vécu d'une manière qui exigeait une coopération constante. Leur corps partagé impliquait des routines, un espace et des décisions partagées de l'enfance à l'âge adulte. En grandissant, cette proximité a façonné non seulement leur vie physique, mais aussi leur vie émotionnelle et familiale. Chaque changement dans la vie de l'une affectait directement l'autre. Un tournant majeur s'est produit lorsqu'Abby a épousé Josh Bowling en 2021. Ce mariage, officiel et officialisé, a été confirmé par des photos publiées ultérieurement. Cette situation inédite a créé un conflit auquel ni leur famille, ni même les experts juridiques n'avaient jamais été confrontés. Puisqu'Abby et Brittany partagent le même corps, la question du mariage a soulevé des problèmes complexes. Juridiquement, Abby a été reconnue comme l'épouse. L'acte de mariage portait son nom. Cela ne soustrayait ni Brittany à la situation, ni physiquement ni émotionnellement, mais juridiquement, la relation était celle d'Abby. Pour la première fois de leur vie adulte, des documents officiels reconnaissaient à l'une des sœurs un rôle qui ne s'appliquait pas à l'autre. Cette situation exigeait une grande compréhension au sein de la famille. Josh n'a pas contracté un mariage classique. Il a compris dès le départ que la vie d'Abby serait indissociable de la présence de Brittany. Le quotidien exigeait respect, patience et équilibre émotionnel de la part de tous. Pour Brittany, ce changement a engendré une crise identitaire silencieuse. Elle avait toujours partagé les décisions de la vie à égalité. Désormais, cette étape importante de la vie adulte revenait surtout à sa sœur. Celle-ci restait présente, la soutenant et impliquée dans leur quotidien. Mais la signification émotionnelle du mariage reposait davantage sur les épaules d'Abby. Leurs parents ont également dû faire face à des changements émotionnels. Dès leur plus jeune âge, ils ont élevé leurs filles ensemble. Ils ont appris à leur parler et à faire des projets ensemble. Le mariage a nécessité un changement de mentalité. Il leur a fallu reconnaître le nouveau rôle d'Abby tout en continuant à accorder la même attention à leurs deux filles. Trouver cet équilibre n'était pas chose facile. Cela a nécessité du temps, des conversations franches et de la patience. Leur jeune sœur Morgan a elle aussi été très affectée par ces changements. En grandissant, elle voyait Abby et Brittany comme une seule et même équipe. Voir Abby entamer une nouvelle étape de sa vie sans Brittany était étrange. Morgan devait se faire à l'idée que l'âge adulte ne serait pas le même pour les deux sœurs. Cela a parfois engendré des tensions, mais aussi une meilleure compréhension mutuelle, la famille ayant pu exprimer ses sentiments à travers les échanges. Face à ces difficultés émotionnelles, la famille a sollicité l'aide de thérapeutes. La thérapie leur a permis d'exprimer des sentiments difficiles à formuler et a offert à chacun la possibilité de parler ouvertement de leur confusion, de leur tristesse et de leurs espoirs. Cette étape a permis à la famille de s'adapter à une nouvelle structure sans perdre ses liens. Au fil du temps, la vie conjugale d'Abby s'est stabilisée. Elle a continué à travailler comme enseignante. Les habitudes quotidiennes restaient les mêmes, mais son mari faisait désormais partie du foyer. Brittany continuait de vivre dans cet environnement, partageant le même espace physique, mais gérait ses émotions en privé. L'attention du public rendait tout plus intense. Nombreuses furent les personnes qui posèrent des questions personnelles sur le fonctionnement du mariage dans leur situation. Les sœurs choisirent de garder de nombreux détails privés. Elles privilégiaient la préservation de leur tranquillité plutôt que de répondre à la curiosité du public. Pour Brittany, cette période a engendré un léger sentiment d'abandon. Elle a soutenu sa sœur sans réserve, mais elle a aussi dû accepter que certaines expériences de vie puissent être vécues différemment par elle.
Cela n'a pas provoqué de colère entre elles, mais a au contraire suscité des moments de réflexion et de maturation émotionnelle. Leur lien est resté fort, mais leur personnalité s'affirmait de plus en plus. Leurs personnalités sont une source d'inspiration, et dans tout ce qu'ils entreprennent, ils ne baissent jamais les bras, ils persévèrent. Tout ce qu'ils veulent faire, ils le font. Elles découvraient que même au sein d'un même corps, leurs émotions et leur parcours individuel subsistaient. Tandis qu'Abby devenait mère, Brittany prenait une décision qui l'éloignerait de chez elle. Un nouveau monde s'ouvrait à elle, ainsi que ses premiers pas vers l'indépendance. Alors qu'Abby s'installait dans sa vie de femme mariée, Brittany commença à se concentrer davantage sur ses propres intérêts et son développement personnel. Bien qu'elles partagent le même corps, elles ont toujours eu des goûts, des pensées et des préférences différents. Cette période de leur vie a permis à Brittany d'explorer plus ouvertement son individualité. Brittany a manifesté un vif intérêt pour les sciences, la santé et le fonctionnement du corps humain. Au fil du temps, elle s'est impliquée dans des activités éducatives et de sensibilisation liées à la médecine et aux maladies rares. Elle a collaboré avec des groupes qui œuvraient pour la compréhension des jumeaux siamois et le soutien aux familles confrontées à des situations similaires. Cela lui a donné un sentiment d'utilité qui lui était propre. Elle a également commencé à voyager davantage pour participer à des conférences et à des programmes de sensibilisation. Ces activités lui ont permis de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et de nouvelles idées. Cela lui permettait de s'exprimer en dehors du cadre quotidien de son foyer. C'est à cette époque qu'elle rencontra Ryan, un homme qui partageait son intérêt pour les sciences et l'apprentissage. Leur amitié se développa peu à peu au fil de leur conversation et de leur curiosité commune pour le monde. Ryan a respecté sa situation et l'a traité comme une personne à part entière, et non comme membre d'un couple. C'était important pour Brittany, car cela lui a permis de se sentir enfin reconnue pour ce qu'elle était. Un petit changement, mais significatif, s'est produit lorsque Brittany a commencé à affirmer son propre style vestimentaire avec plus d'audace. Abby avait toujours aimé les couleurs vives, surtout le rouge. Brittany, quant à elle, commença à choisir des teintes plus sombres et des motifs différents. Cela peut paraître anodin, mais pour elle, c'était un signe d'émancipation. Les vêtements sont devenus un moyen d'exprimer sa personnalité sans un mot. Faire du shopping est aussi devenu une façon de choisir. Sélectionner des articles selon ses propres goûts permettait à Brittany d'éprouver un sentiment de contrôle parfois difficile à atteindre dans un corps partagé. Ces petites décisions ont contribué à forger une identité personnelle plus forte. Vivre sans décision partagée leur est impossible. Mais Brittany a appris à exprimer plus clairement ses préférences. Elle a gagné en assurance pour dire ce qu'elle aimait et ce qu'elle n'aimait pas. Cela a amélioré leur communication et renforcé leur compréhension mutuelle. Malgré ces changements, les sœurs sont restées profondément liées. Chaque soir, elles prenaient le temps de discuter et de revenir sur leur journée. Les conversations les ont aidées à maintenir une proximité émotionnelle, même si leurs intérêts ont évolué dans des directions différentes. L'ouverture sur le monde de la Bretagne n'a pas affaibli leurs liens. Au contraire, elle a démontré que l'individualité et l'unité peuvent coexister. Elle se construisait une vie plus personnelle, tout en préservant le lien qui l'unissait à Abby. Alors que le monde pensait leur histoire terminée, une nouvelle inattendue bouleversa à nouveau tout le monde. Une grossesse que personne n'imaginait possible. L'annonce de la grossesse de Brittany a immédiatement surpris le corps médical et le grand public. Pendant la majeure partie de leur vie, on avait supposé que le système reproducteur commun d'Abby et Brittany rendait une grossesse indépendante improbable, voire médicalement complexe. Étant des jumelles décéphales parapides, elles partageaient un seul ensemble d'organes inférieurs, y compris les organes reproducteurs. Cette situation avait toujours soulevé des questions rarement abordées ouvertement. Lorsque les rumeurs concernant la grossesse de Brittany ont commencé à circuler, la première réaction de beaucoup a été l'incrédulité. Les médecins savent que l'anatomie partagée par les jumeaux siamois peut varier, mais les cas impliquant un système reproducteur partagé sont extrêmement rares. Pendant des décennies, cet aspect de leur biologie a été abordé principalement dans les milieux médicaux, avec prudence et respect de la vie privée. Les professionnels de la santé ont réagi avec curiosité et un intérêt attentif. Une grossesse dans ce cas nécessiterait une surveillance étroite en raison de la structure interne inhabituelle. La circulation sanguine, le soutien des organes et l'équilibre physique exigeraient une attention particulière. Les spécialistes de la santé maternelle devraient prendre en compte des facteurs qui n'existent pas lors des grossesses typiques.
La réaction du public s'est rapidement propagée par le biais des médias et des réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur admiration et leur surprise. D'autres ont posé des questions sur la sécurité et les effets à long terme sur la santé. La discussion a révélé à quel point la plupart des gens connaissaient mal leur anatomie et leur vie quotidienne. Britney a préféré garder le silence et laisser les professionnels de santé gérer l'information avec précaution. Pendant ce temps, Abby a apporté un soutien indéfectible à sa sœur. Leur lien est resté indéfectible et l'unité familiale a repris toute son importance à mesure que l'attention médiatique s'intensifiait. Abby, consciente de la gravité de la situation, est restée proche de Britney grâce à des échanges et des visites régulières. Cet événement a également suscité un regain d'intérêt pour leur histoire auprès des cinéastes et des producteurs. Le projet de série documentaire sur leur vie a été élargi pour inclure ce nouveau chapitre. L'objectif était de leur permettre de présenter leur expérience à leur manière, plutôt que de laisser l'imagination du public se forger une opinion erronée. Les caméras ont suivi certains moments dans le strict respect de leur vie privée. Parallèlement, Abby a commencé à planifier une intervention chirurgicale personnelle. Elle envisageait une chirurgie reconstructive du visage afin d'affirmer davantage son identité propre. Partageant de nombreux traits physiques avec Abby, elle souhaitait des changements qui permettraient aux gens de la reconnaître plus facilement comme une personne à part entière. Cette décision a montré comment les deux sœurs s'épanouissaient chacune à leur manière. La grossesse les a également encouragées à parler plus ouvertement du soutien à apporter aux autres familles de jumeaux siamois. Elles ont pris conscience de la rareté de leur situation et de la confusion qui l'entoure. Ensemble, ils ont commencé à élaborer un projet de fondation visant à soutenir la recherche médicale, l'éducation et l'aide financière aux familles confrontées à des situations similaires. La fondation s'est attachée à fournir des informations concrètes sur la gémellité conjointe, les soins médicaux précoces et l'accompagnement à long terme. Leur expérience leur a permis de mieux comprendre les difficultés que la plupart des gens ignorent. Ils souhaitaient que les autres familles se sentent moins seules et mieux informées face aux décisions difficiles. La grossesse de Britney a été suivie d'une surveillance attentive. Les médecins vérifiaient régulièrement le fonctionnement des organes, la circulation sanguine et le confort physique de la patiente. Chaque visite a contribué à l'avancement des connaissances médicales, car les cas similaires sont très rares. Le processus est resté confidentiel, mais son impact a été largement ressenti. Pour Britney, cette période a été riche en émotions et en sens. Elle éprouvait l'excitation et l'inquiétude normale liées à la grossesse, mais aussi le poids de l'attention médiatique. Elle se concentrait sur sa santé, le repos et un environnement calme. Le soutien de sa famille l'aidait à réduire son stress. Le rôle d'Abby durant cette période a démontré la force de leur relation. Mais pour saisir toute la portée de cette histoire, il faut comprendre un aspect méconnu du fonctionnement de leur corps partagé pendant 34 ans. Le fonctionnement de leurs organes et les raisons pour lesquelles la séparation était autrefois impossible. Pendant la majeure partie de leur vie, Abby et Brittany Hensel ont vécu avec un corps fonctionnant d'une manière incompréhensible pour la plupart des gens. De l'extérieur, il paraissait étrange. À l'intérieur, il s'agissait d'un système extrêmement organisé permettant à deux personnes de survivre dans un seul torse. Les médecins ont étudié leur anatomie pendant des années, car elle montrait comment le corps humain peut s'adapter à des conditions rares, tout en conservant un fonctionnement stable. Ils étaient nés dicéphales-parapage, c'est-à-dire avec deux têtes, deux cerveaux et un seul bas du corps. Leur partie supérieure était distincte à bien des égards, mais de la poitrine jusqu'aux pieds, leurs organes étaient agencés de manière à les soutenir tous deux simultanément. Chaque jumeau possédait un cœur. Ces cœurs fonctionnaient de concert dans une seule cage thoracique. Le sang circulait dans un réseau commun de vaisseaux qui irriguait à la fois le cerveau et le reste du corps. Ce système devait rester en équilibre permanent. Une variation de la pression artérielle dans un organe pouvait avoir des répercussions sur l'autre. Leur organisme a appris à réguler cela naturellement en grandissant. Ils avaient deux estomacs. Chaque jumeau pouvait manger et ressentir la faim séparément. Les aliments provenant des deux estomacs convergeaient vers un système digestif commun situé plus bas. Ils partageaient un seul foie, un seul intestin, une seule vessie et un seul appareil reproducteur. Ainsi, la digestion, l'élimination des déchets et l'équilibre hormonal s'effectuaient par un seul et même circuit pour les deux. Leur système nerveux était encore plus complexe. Chaque cerveau contrôlait un côté du corps. Abby contrôlait le bras et la jambe droit.
Brittany contrôlait son bras et sa jambe gauche. Leurs deux moelles épinières prenaient naissance séparément au niveau du cou et se rejoignaient progressivement en descendant vers le bassin. De ce fait, les signaux nerveux provenant des deux cerveaux devaient traverser des zones étroitement liées. Pour des actions simples comme la marche, les deux cerveaux devaient être coordonnés. Si une jambe bougeait sans que l'autre ne réagisse, ils tombaient. Dès leur plus jeune âge, ils pratiquaient cette coordination sans qu'on le leur apprenne. C'est devenu naturel au fil du quotidien. Ils ont appris à ramper, à se tenir debout et à marcher en travaillant ensemble. Avec le temps, leur cerveau a développé un rythme. Ils n'avaient pas besoin de parler avant de bouger. Leur système nerveux s'adaptait si bien que leurs mouvements devenaient fluides et équilibrés. Ce niveau de coordination est rare et témoigne de la grande flexibilité du cerveau. Le bassin était l'une des principales raisons pour lesquelles les médecins estimaient que la séparation était impossible. À cet endroit, les deux moelles épinières fusionnaient en un seul réseau nerveux. Ces nerfs contrôlaient les jambes, la vessie, les intestins et l'équilibre. Inciser cette région sans causer de dommages permanents était considéré comme quasiment impossible. Le fait que le foie soit partagé présentait également un risque important, car il est très vascularisé. Diviser le foie en deux parties fonctionnelles exige une extrême précision. Dans leur cas, ils soutenaient les deux jumeaux simultanément. Une erreur aurait pu provoquer une hémorragie grave, difficile à arrêter. Le système reproducteur commun ajoutait une complexité supplémentaire. Ces organes sont délicats et profondément liés à la vascularisation sanguine et au système nerveux. Les séparer reviendrait à créer deux systèmes complets là où il n'en existait qu'un. Pendant de nombreuses années, la technologie médicale n'a pas permis une telle reconstruction. Les médecins expliquaient souvent clairement les dangers. Ils mettaient en garde contre la paralysie en cas de lésion des nerfs rachidiens. On suppose que les chances de survie sont meilleures avec 4, voire 3 bras, qu'avec 2, car cela indique une duplication plus importante du haut du corps. Abby et Brittany en avaient 3, ce qui explique peut-être leur bon état de santé. On les a mis en garde contre les risques de lésions cérébrales en cas de modification soudaine du flux sanguin. Ils ont mis en garde contre le risque de mort en cas d'échec de la division des organes ou d'infection post-opératoire. Ces risques étaient loin d'être négligeables. Ils étaient suffisamment graves pour interrompre toute discussion sur la séparation des organes pendant des décennies. Comme Abby et Brittany étaient en bonne santé et pouvaient vivre pleinement leur vie ensemble, les chirurgiens n'ont pas jugé nécessaire de tenter une opération risquée. Le but de la médecine est d'améliorer la vie, et non de prendre des risques inutiles. Leur état étant stable, la décision la plus sûre était de les laisser continuer à vivre comme elles le faisaient. Au fil des années, les progrès de l'imagerie médicale, des outils robotiques et de la cartographie nerveuse ont transformé les capacités des chirurgiens. Pourtant, leur cas est resté l'un des plus complexes de la médecine. Nombre d'experts pensaient qu'il demeurerait impossible à traiter de leur vivant. Deux cerveaux partageaient le contrôle sans la moindre confusion. Des organes partagés soutenaient deux vies sans faillir. Leur coordination était devenue si fluide que la plupart des gens oubliaient l'effort considérable qu'elle exigeait. Pendant plus de 30 ans, ce système partagé a fonctionné sans incident majeur. D'un seul corps à deux vies, Abby et Brittany n'ont pas seulement survécu à l'impossible, elles ont redéfini ce que la médecine croyait impossible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante affichée à l'écran.